En 52 avant notre ère, l'armée romaine commandée par Jules César encercle l'armée pracoise menée par Vercingétorix qui s'est retranchée dans la ville d'Alésia. Acculés, les Gaulois chargent avec fureur pour briser le siège, mais ils se heurtent à la discipline de fer des vétérans romains qui maintiennent leur formation et résistent à tous les assauts. Après 2 jours de combat acharnés, les Gaulois sont vaincus. Une défaite qui scellera à jamais le destin de la Gaule, entraînant sa conquête par Rome et posant ainsi les fondations de la future civilisation française. Les Gaulois ont été considérés de façon très différente au fil du temps. Certains ont vu en eux un peuple fier et courageux, symbolisant la lutte du peuple français indigène contre les envahisseurs étrangers. D'autres les ont décrits comme des barbares, grossiers et sanguinaires, qui heureusement furent conquis et civilisés par les Romains. Certains ont même remis en cause l'existence des Gaulois, suggérant qu'il s'agissait d'une multitude de peuples différents que les conquérants romains auraient ainsi amalgamés en un seul pour mieux justifier leur conquête territoriale. Voyons donc ensemble qui étaient vraiment les Gaulois, notamment quelle place occupent-ils dans l'histoire de la France, et sont-ils réellement les ancêtres des Français ? Vous êtes sur la chaîne Gallus Gallicus, où l'on parle de culture, politique et histoire, toujours en indiquant le contexte, les causes et les conséquences, afin de retenir l'essentiel, l'explication des faits. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci pour votre attention et bon visionnage. Au cours du premier millénaire avant notre ère, les Celtes peuplent une grande part de l'Europe, avec des présences allant depuis les îles britanniques jusqu'aux Balkans. Certains vivent dans un territoire que les Grecs et les Romains appellent Gaule, qui s'étend approximativement des Pyrénées jusqu'au Rhin et de l'Atlantique jusqu'au tour des Alpes. Ces Celtes de Gaule, les Gaulois, forment un ensemble de tribus qui partagent une langue, une religion et une culture commune. Ce sont majoritairement des agriculteurs, mais ils sont également réputés pour leur exploitation des métaux et pour la qualité de leur artisanat. En dépit de leur nom, les Celtes que l'on appelle Gaulois ne sont pas les seuls habitants de la Gaule. Autour des Pyrénées vivent les Aquitains, un ensemble de tribus qui parlent une langue apparentée au basque, et aux alentours de l'an 600, des colons grecs originaires de Phocée fondent la ville de Massalia, ancien nom de Marseille. Grâce au commerce, les Grecs de Massalia diffusent largement leurs marchandises et leur culture à travers la Gaule, y introduisant notamment le vin, c'est dire ce que la culture française leur doit. Bien que les Gaulois commercent régulièrement avec les peuples voisins, leurs relations ne sont pas toujours pacifiques. Les Gaulois sont de nature belliqueuse, et quand ils ne sont pas en guerre entre eux, ils louent occasionnellement leurs services comme mercenaires ou attaquent d'autres peuples pour s'enrichir par le pillage et la capture d'esclaves. Vers l'an 390, la tribu des Sénons, menée par le chef Brennos, attaque une petite cité-État nommée Rome. Les Gaulois massacrent les habitants, pillent la ville et assiègent une place forte sur la colline du Capitole, où se sont réfugiés les Romains survivants. Durant le siège, les Gaulois négocient leur départ en échange d'une rançon. Une balance est donc à mener pour peser le montant à payer, quand soudain, les Romains réalisent que les Gaulois utilisent des poids truqués. Ils protestent, mais Brennos rajoute alors son épée dans la balance et s'exclame « Vae victis », malheur aux vaincus. Cet événement humiliant restera gravé dans l'histoire des Romains, et leurs descendants en garderont une profonde rancune envers les Gaulois. Mais peu à peu, le rapport de force va s'inverser. Autour de l'an 125, après des décennies de conquête, Rome contrôle un territoire immense quand parvient une grave nouvelle. Des tribus gauloises sont entrées en guerre contre Massalia. La cité grecque est un allié de longue date. Aussi, les Romains se doivent de réagir et lancent une expédition militaire pour affronter l'armée gauloise menée par Bituitos, roi des Arvernes. En voyant les soldats romains si peu nombreux, ce dernier s'esclaffe. Il n'y en a pas là pour un repas de mes chiens. Mais mal lui en prend, car les Gaulois sont battus, Bituitos est capturé et emmené à Rome pour figurer dans le cortège du triomphe de ses vainqueurs.
Après leur victoire, les Romains contrôlent le sud de la Gaule, où ils établissent des colonies et fondent plusieurs villes, dont Toulon, Aix-en-Provence et Narbonne, qui en devient la capitale. C'est alors qu'une nouvelle menace survient du nord de l'Europe. Les tribus des Cimbres et des Teutons quittent leurs terres et migrent vers le sud, en ravageant tout sur leur passage. Face à ces guerriers féroces, les Gaulois ne font pas le poids et sont battus les uns après les autres. Selon Jules Michelet, la Gaule centrale fut dévastée, brûlée, affamée sur leur passage. Les populations des campagnes se réfugièrent dans les villes pour laisser passer le torrent et furent réduites à une telle disette qu'on essaya de se nourrir de chair humaine. Pour faire face à l'armée des Cimbres et des Teutons, qui après avoir ravagé la Gaule se dirige désormais vers l'Italie, Rome charge le consul Caius Marius d'organiser la défense. Sous son commandement, les Romains remportent 2 victoires décisives. En l'an 102, ils écrasent les Teutons lors de la bataille d'Aix. Puis l'année suivante, ils anéantissent l'armée des Cimbres lors de la bataille de Versailles. Grâce aux victoires remportées par Marius, l'invasion est repoussée et la Gaule retrouve donc son indépendance, temporairement. Après leur victoire sur les Cimbres et les Teutons, les Romains cohabitent désormais avec les Gaulois, ce qui encourage les échanges commerciaux et la diffusion de la culture romaine à travers le reste de la Gaule. Mais si, durant quelque temps, la situation reste pacifique, les conflits entre tribus gauloises favorables à Rome et les autres vont peu à peu accroître les tensions et susciter des convoitises. 50 ans plus tard, 2 chefs militaires vont ainsi s'affronter pour le contrôle de la Gaule. Le roi germain Arioviste et le proconsul romain Jules César. César s'est bien renseigné sur la situation en Gaule, et il attend patiemment l'opportunité de lancer des actions militaires pour renforcer son prestige et son pouvoir. Cette opportunité, les Gaulois eux-mêmes vont la lui fournir. Parmi les tribus gauloises, certaines sont depuis longtemps des partenaires commerciaux, ou même des alliés de Rome. Aussi, quand les Helvètes pillent les terres des Éduins, ces derniers appellent les Romains à l'aide. César tient son prétexte pour faire intervenir son armée en Gaule. Sous son commandement, les Romains écrasent l'armée des Helvètes, ce qui vaut à César la reconnaissance de ses alliés gaulois. À peine les Helvètes vaincus, les Éduins demandent à nouveau l'aide des Romains afin de chasser les tribus germaniques qui occupent une grande partie de leur territoire. Une entrevue est organisée entre César et le chef des Germains, le roi Arioviste. Mais ce dernier refuse de partir et menace d'entrer en guerre, vantant la force et la bravoure de ses guerriers qui, depuis 14 ans, n'ont jamais dormi sous un toit. Entre ces 2 chefs ambitieux, l'affrontement est devenu inévitable. Après une rude bataille, les armées romaines l'emportent et Arioviste s'enfuit. Après ses victoires successives contre les Helvètes et les Germains, César se présente désormais comme un libérateur de la Gaule et y fait stationner ses légions. Mais cette présence suscite la rébellion de certains Gaulois, et tour à tour, de nombreuses tribus vont se soulever, entraînant la guerre des Gaules. Pendant 7 ans, la Gaule est jalonnée de combats, d'espionnage et d'intrigues. César se révèle être non seulement un fin stratège, mais aussi un habile diplomate qui sait utiliser les rivalités entre tribus pour s'assurer leur soutien. Tout au long de sa campagne, il bénéficie de l'aide de nombreux Gaulois qui combattent à ses côtés, ravitaillent ses troupes ou lui servent d'espions et d'informateurs. Entre l'an -57 et -53, sous le commandement de César, les légions romaines soumettent les tribus de Belgique, d'Armorique et d'Aquitaine, franchissent le Rhin pour combattre les Germains et effectuent 2 expéditions dans l'île de Bretagne. Les Romains subissent un revers quand les Éburons, menés par leur chef Ambiorix, prennent une légion en embuscade et l'anéantissent. Mais la conquête se poursuit, les Éburons sont vaincus et subissent la vengeance implacable des Romains. Au début de l'an -52, César a soumis presque toute la Gaule quand une nouvelle révolte éclate, d'une ampleur beaucoup plus considérable car cette fois-ci, presque toutes les tribus gauloises s'unissent pour entrer en guerre contre les Romains. Un jeune noble de la tribu des Arvernes est nommé général en chef de cette formidable coalition et prend le titre de Vercingétorix. Confronté à une armée gauloise mal équipée et indisciplinée,
Vercingétorix ne cherche pas à combattre les Romains en bataille régulière. Pour les affaiblir, il met en place une politique de la terre brûlée et ordonne aux Gaulois de détruire leurs cités, leurs villages, leurs fermes, afin de priver les Romains de ravitaillement tout en les harcelant par des attaques surprises. Tandis que la rébellion se répand dans toute la Gaule, les Romains sont coupés de leur base et entourés d'ennemis. Jouant le tout pour le tout, César poursuit Vercingétorix à Gergovie, mais les Romains ne parviennent pas à prendre la ville et subissent ainsi l'une de leurs plus graves défaites depuis le début du conflit. Vercingétorix prend alors la tête de la cavalerie et charge l'armée romaine, mais l'assaut est un échec, les Romains contre-attaquent et Vercingétorix se réfugie dans la cité fortifiée d'Alésia. Pour faire face à une attaque venant à la fois depuis la ville et depuis l'extérieur, César fait bâtir un immense ouvrage comprenant 2 lignes de défense et un ensemble de fortifications. Après 6 semaines d'un siège terrible, les troupes gauloises à Alésia sont dévastées par la famine quand finalement l'armée de secours arrive en vue. Rassemblant ses troupes, Vercingétorix engage alors la bataille. Les Gaulois, beaucoup plus nombreux, enveloppent l'ennemi de tous les côtés, mais les Romains tiennent bon et après 2 jours de combat, les Gaulois ne parviennent pas à briser les lignes de défense. Beaucoup de combattants sont tués ou blessés, les autres sont démoralisés et s'enfuient. Vercingétorix se rend et dépose ses armes aux pieds de César. La grande coalition gauloise est défaite, et après quelques derniers remous, toutes les tribus finissent par se soumettre. À peine la guerre des Gaules est-elle terminée qu'un autre conflit éclate entre les partisans de César et ceux de son rival, Pompée. Massalia prend le parti de Pompée, mais au final César l'emporte et met le siège devant la ville. Ses habitants négocient leur reddition, et Massalia perd ainsi son indépendance pour être annexée par Rome. Désormais, toute la Gaule a été conquise et se soumet à l'autorité des Romains. César a pour projet que la Gaule devienne une province romaine à part entière, dont les habitants adopteraient la culture et les institutions. Il décide donc de faire siéger des représentants gaulois au Sénat, mais son assassinat marque le début d'une nouvelle guerre civile et ce projet est suspendu. À l'issue de la guerre civile, un nouveau dirigeant obtient le pouvoir absolu et se fait pour la première fois sacré empereur sous le nom d'Auguste. Durant son long règne, la Gaule est réorganisée sur le plan administratif et de nouvelles villes sont créées, notamment Lyon qui en devient la capitale. De nombreuses routes et des ponts sont bâtis pour faciliter le transport des marchandises, tandis que des amphithéâtres, des temples, des thermes, des aqueducs et de nombreux autres bâtiments publics sont construits. À la mort d'Auguste, la Gaule est désormais largement romanisée. La plupart des Gaulois adoptent pleinement le mode de vie des Romains et s'intègrent dans cette nouvelle société, tandis que les Romains mettent à profit les inventions gauloises pour le développement de leur agriculture et leur artisanat. La langue gauloise s'efface peu à peu au profit du latin, tandis que les dieux gaulois sont assimilés ou vénérés parallèlement à ceux du panthéon romain. L'empereur Claude, lui-même natif de Lyon, accorde finalement aux Gaulois la citoyenneté romaine, leur permettant ainsi d'accéder aux fonctions politiques. Un siècle après la conquête, la fusion des 2 peuples est accomplie et les Gaulois entrent au Sénat romain. Au final, que peut-on retenir des Gaulois et de leur histoire ? Il n'y a jamais eu de nation gauloise, car les Gaulois n'étaient pas un peuple uni. Ils étaient séparés en des dizaines de tribus rivales. Cependant, ils partageaient une même langue, une même religion et un mode de vie commun, et formaient ainsi un ensemble culturel cohérent. Jules César n'a pas inventé les Gaulois dans ses écrits, ni fixé arbitrairement les frontières de la Gaule au gré de ses conquêtes. Il s'est basé sur les définitions qu'en donnaient les érudits de son temps, et notamment sur les observations du géographe Posidonios d'Apamée. C'est pourquoi le territoire qu'il désigne comme la Gaule correspondait donc bel et bien à une réalité culturelle et politique. S'il est vrai que leur société n'était pas des plus raffinées, les Gaulois n'étaient pas pour autant des barbares sauvages et arriérés. Certes, leurs mœurs étaient assez brutales, comme beaucoup d'autres peuples de l'Antiquité. Mais ils avaient aussi une agriculture très développée, un artisanat de haut niveau, des villes et des infrastructures avancées, et formaient dans l'ensemble une société plutôt prospère, qui commerçait beaucoup avec les Grecs et les Romains.
La grande faiblesse des Gaulois, c'était l'archaïsme de leur système politique et leur absence d'unité. Tant que l'Europe n'était peuplée que de petites tribus et de cités-États, les Gaulois pouvaient y avoir leur place. Mais quand des grandes puissances ont émergé, ils ont été incapables de rivaliser. 50 ans avant la conquête, il avait déjà fallu l'intervention de Rome pour chasser les Cimbres et les Teutons qui ravageaient la Gaule. Et malgré cela, les Gaulois ne se sont pas remis en question. Pendant toute la guerre des Gaules, César a eu des alliés gaulois à ses côtés. Et il a largement profité des dissensions entre tribus pour les vaincre séparément. Si les Gaulois avaient été unis, César n'aurait jamais eu les moyens militaires pour conquérir la Gaule. De nos jours, que reste-t-il des Gaulois ? Objectivement, peu de choses. Après la conquête, les Gaulois ont largement adopté le mode de vie des Romains. La langue, la culture, le droit, les institutions de ce qui deviendra la France tiennent bien davantage de l'héritage de Rome que de la culture gauloise d'origine, dont il ne reste presque rien, hormis des noms et quelques mots de vocabulaire. Dire que les Gaulois sont les ancêtres des Français relève donc beaucoup du mythe. Et pourtant, ce n'est pas faux. Tout d'abord parce que les Gaulois n'ont pas été déportés ou exterminés. Ils se sont mélangés avec les Romains jusqu'à devenir Romains à leur tour. Ce sont donc bien en grande partie leurs descendants qui ont continué à peupler la Gaule, puis la France, ce que des études génétiques sont venues confirmer. Plus que pour des raisons historiques, cette légitimité des Gaulois en tant qu'ancêtres des Français est avant tout culturelle. Après avoir été longtemps oubliés, les Gaulois ont été le sujet d'importantes recherches au XIXe siècle et ont été mis en valeur dans l'optique de la construction de l'identité nationale. Beaucoup de Français se sont alors reconnus dans l'image de ces ancêtres, rustres et querelleurs, mais aussi ingénieux et courageux, bien que les approximations de certains manuels scolaires en aient souvent donné une vision très fantaisiste, amalgame de mythes et de faits de plusieurs peuples et de plusieurs époques. Après la redécouverte des Gaulois à l'époque contemporaine, l'immense succès des albums d'Astérix a beaucoup contribué à renforcer cette identification en donnant aux Gaulois une image sympathique, tout en les faisant connaître dans le monde entier. Les Gaulois sont donc les ancêtres des Français parce que ces derniers s'identifient à eux, quelles que soient leurs origines ou leur statut social. Les Gaulois sont des ancêtres mythiques et rassembleurs. Un symbole d'autant plus fort que les créateurs du plus célèbre Gaulois au monde étaient eux-mêmes des enfants de l'immigration. C'est en ce sens que, quelle que soit la réalité de leur place dans l'histoire de la France, les Gaulois sont devenus les ancêtres des Français.